Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de LeapFind. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec un spécialiste de la location courte durée et de l'automatisation. Et cette personne, ce n'est d'autre que Florent Richard. Bonjour Florent. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien également. Merci de m'inviter à partager, à échanger avec toi sur la location courte durée. Et c'est un réel plaisir pour moi toujours d'échanger sur la thématique en fait, qui fait une grosse part de mon activité aujourd'hui. Donc c'est avec plaisir que je te rejoins ici. Écoute, le plaisir est partagé et merci d'avoir accepté l'invitation. Du coup, on va commencer pour un peu introduire le sujet, déjà par te présenter toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens et surtout, qu'est-ce que tu faisais avant d'investir dans l'immobilier? Ouais, bien sûr. Alors, avant d'investir dans l'immobilier, j'ai un parcours scolaire. euh, j'ai suivi une formation dans l'informatique où j'ai un bac+5 dans ce domaine-là, principalement dans le développement de logiciels et d'applications mobiles. Parce que c'était l'objet de mon alternance de mes 3 dernières années. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de mes études, donc c'était en 2000, que je raconte pas de bêtises, 2016, j'ai eu l'opportunité soit de partir, on va dire, sur un parcours un peu plus classique avec en CDI avec un salariat, ou plutôt de me lancer dans l'entrepreneuriat, puisque en parallèle de mes 3 années d'alternance, en fait, je me suis mis à développer des petites applications mobiles. Alors là, on sort un petit peu de la thématique, mais où en fait, je développais des applications mobiles où je mettais de la publicité pour avoir des revenus récurrents tous les mois. Donc, c'est ce que je faisais avant. Ce qui s'est passé, c'est que sorti de mes études, j'ai monté ma boîte, et à peu près 6 mois après, en fait, j'ai pris un virage un peu à 180 degrés, et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier et à me former, à voir comment est-ce que je pouvais faire. Donc, j'ai rencontré des investisseurs, j'ai participé à des séminaires, je me suis formé là-dessus, et je me suis dit pourquoi pas moi. Et donc j'ai pris à peu près un an pour bien me former, de 2016 à 2017, et donc j'ai commencé du coup à investir dans l'immobilier à partir de 2017. Voilà. Ok, donc ouais, auparavant, du coup, rien à voir avec l'immobilier. Et donc, t'en as parlé un peu, mais donc, tu as commencé à investir en 2017, c'est ça, si je comprends bien? Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que bon, là, tu nous as dit, tu as fait un virage à 180 degrés, mais est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a dit, allez, je dois investir, voilà. Est-ce qu'il y a une raison particulière? En fait, c'est quelque chose qui est venu un petit peu, alors je sais pas si c'est le bon mot naturellement, mais au départ, en fait, j'ai toujours eu la volonté d'acquérir du patrimoine, parce que pour moi, c'était quelque chose euh, qu'on se constituait, qu'on peut garder dans le temps. Donc en fait, depuis l'adolescence, je voulais faire ça, mais pour moi, c'était un petit peu réservé qu'aux personnes qui avaient déjà un certain patrimoine ou qui héritaient, en gros, qui avaient déjà un bagage financier qui était installé. Et je pensais pas que c'était vraiment accessible. Donc en fait, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais commencé en 2016-2017. En réalité, ma première acquisition, c'est plutôt en 2012, parce que, comme beaucoup, j'étais encore étudiant, hein, 2014, pardon. C'était en 2014. Je souhaitais, plutôt que de payer un loyer, acheter ma résidence principale. Donc en 2012, en fait, voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et donc en fait, c'est la fin de mes études où ça a été un petit peu le déclic, parce que en commençant à rencontrer des entrepreneurs et des investisseurs, je me suis dit, mais comment ils font, parce qu'ils n'ont pas forcément un niveau de vie plus élevé que le mien. Et donc, c'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser et à me former là-dessus, et de me rendre compte qu'en fait, tout simplement, c'est des échelons à gravir. Il faut commencer petit au départ, quand on n'a pas forcément, comme je disais tout à l'heure, un bagage financier important. Et puis après, il y a les petit à petit, se structurer éventuellement en société, enchaîner les investissements, faire des bons premiers investissements pour pouvoir enchaîner et se constituer un patrimoine. Ok, très bien. Donc, tu disais tout à l'heure que tu avais envie justement de constituer un patrimoine. Tu as commencé bon, ton premier investissement, on va dire, en 2012 ou en 2016. Aujourd'hui, on est en 2023. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui justement de ce fameux patrimoine, si tu te souviens des chiffres, et, euh, et en termes de cash flow aussi, voilà, pour que les gens un peu se situent, un peu comment tu te situes toi par rapport à ça?
Ouais, alors moi comme je disais, je me suis tout de suite structuré en société pour me constituer mon patrimoine. En fait, il y a que mon ancienne résidence principale que je possède toujours, que j'ai en nom propre. Tout le reste de mon patrimoine est détenu via des structures sociétés, notamment SCI avec un montage holding. Ce qui s'est passé, excuse-moi, j'ai mangé ta question. Ah oui, Alors, le montant du patrimoine, la valorisation du patrimoine. Aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais je suis entre 2 et 3 millions d'euros de patrimoine. Alors il y a du patrimoine, on va dire net ou latent, parce que sur l'ensemble de mes biens, il y a des plus-values. Si aujourd'hui je revendais tout, et il y a aussi à peu près la moitié qui est à crédit, parce qu'en fait souvent le but de l'investisseur, il va chercher à acheter un bien qui est en dessous du prix du marché pour réaliser des travaux, pour sortir un potentiel inexploité en fait du bien. Et donc souvent, en fait, il y a une marge qui va se créer dessus en réalisant des travaux, en faisant une extension, ainsi de suite, et qui va permettre de valoriser son bien. Donc on est à peu près sur ce montant-là, entre 2 et 3 millions. Et en termes de cash flow, tu me demandais sur du cash flow. Alors aujourd'hui, je réalise à peu près 750 000 euros de chiffre d'affaires grâce à l'immobilier par an. Je parle en chiffre d'affaires parce que c'est pour ça que j'ai précisé au début que c'était en société, hein. ouais. Et en termes de marge, alors c'est pas parce que je sais que les gens souvent aiment bien parler de marge net, combien est-ce qui reste dans la poche. Moi, j'aime pas trop cet aspect-là parce que d'une personne à l'autre, ça peut vachement dépendre de comment est-ce qu'on investit, de ses revenus propres, où on peut avoir un TMI des fois différent de ces choses-là. Donc là, je vais plutôt parler, moi, ce que j'appelle de marge brute, en gros, de combien est-ce qu'il reste, par exemple, sur 750 000 euros. Donc, il reste à peu près 50%. Donc Ok. les 50% permettent en fait de payer tout ce qui va être les charges, les coûts de la structure, de rembourser les crédits, de payer l'eau, l'électricité, les femmes de ménage, parce que bien évidemment, comme tu l'as dit, je crois au début, moi j'exploite principalement en location courte durée. Donc on a des charges, on va dire, plus importantes que sur de la location classique, mais il nous en reste aussi beaucoup plus que sur de la location classique. Ok, bon, bah, en tout cas, merci d'avoir partagé ces chiffres parce que bon, bah, tout le monde ne partage pas ces chiffres et bon, en tout cas, félicitations parce que c'est quand même un beau patrimoine que tu as et un cash flow qui est quand même bon, relativement intéressant. Euh, et du coup, aujourd'hui, donc ça fait plusieurs années, tu as commencé quoi en 2012, donc si on compte, ça fait quasiment plus de 10 ans que tu as investi. Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu as apporté l'immobilier dans ta vie pour un peu bah, montrer aux autres personnes qu'est-ce que ça pourrait leur apporter également. Et moi, en fait, c'est tout simplement de la liberté, ce que ça m'a apporté. Parce qu'en fait, le choix que j'ai fait au départ entre le CDI et l'entrepreneuriat, c'était surtout une volonté de liberté parce que le monde du salariat, alors toutes les entreprises sont pas égales, mais on va dire de manière générale, la façon dont ça se passe avec la hiérarchie et toutes ces choses-là ne me convenaient pas. Je prends souvent l'exemple quand j'étais en alternance. Moi, je faisais mes horaires, hein, je débordais pas trop parce que j'avais une alternance un petit peu particulière où en fait je faisais ce que je devais faire pour l'école après mon travail. Et j'étais tout le temps en entreprise. Ce qui fait que ça me faisait des journées assez longues. En gros, je débauchais à 18h30. Et après, il fallait que je rentre chez moi. J'avais 1 heure de transport. Il fallait que je me retape 2, 3, 4 heures le soir pour faire ce qu'il y avait pour l'école. Et ce que j'aimais pas, notamment en entreprise, c'était que celui qui était félicité, c'était pas forcément celui qui travaillait le mieux ou qui était le plus assidu. C'était plutôt celui qui partait le plus tard. Et on mettait un petit peu de côté celui qui faisait. Bon, peut-être que s'il y a des fumeurs qui nous écoutent, ils vont peut-être pas apprécier ce que je vais dire, mais le fumeur qui va faire 10 pauses club dans la journée, alors que moi j'ai fait ma journée d'une traite et je me suis pas arrêté, et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu de ça. C'est le système qui me convenait pas. Donc moi c'est vraiment la liberté et c'est encore aujourd'hui ça qui dirige mes choix d'entrepreneuriat parce que je me suis déjà vu refuser des associations ou des projets tout simplement parce que ça rentrait pas dans ce cadre-là où j'avais l'impression que ça allait m'enlever justement de cette liberté. Et c'est notamment également pour ça que j'ai abandonné un petit peu ma première activité d'informatique. Parce que quand je développais mes applications pour moi-même,
Là, j'étais assez libre parce que j'avais de compte à rendre qu'à moi-même. Mais sur le côté, parce que souvent dans l'informatique, les gens, ce qu'ils vont faire au début, en tout cas, c'est se mettre en tant que prestataire. Donc, ils vont travailler pour quelqu'un d'autre. Et en fait, on se retrouve un petit peu dans le modèle du salariat parce qu'on a des comptes à rendre du coup à son client. Et donc finalement, moi dans l'immobilier, j'y trouvais vraiment mon compte parce que ça me permettait de me constituer un revenu, d'en vivre, de le développer avec le temps, d'avoir du temps, comme par exemple ce matin pour qu'on puisse faire cette vidéo ensemble, de voyager parce qu'également j'ai avec ma femme on voyage pas mal. Donc voilà, j'y trouvais vraiment mon compte et aujourd'hui, voilà, je reviendrai en tout cas pour rien au monde sur ce que j'ai fait et même à un salariat, même un salaire élevé, parce que j'y trouve vraiment mon compte. Encore une fois, après, je crache absolument pas sur le salariat. Moi, c'est juste que ça me correspond pas à titre personnel. Je sais qu'il y en a qui se retrouvent très bien dans leur job. Mais voilà, pour moi, je sais que ça allait pas. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, ce sera le mot synthétique, c'est la liberté, hein, ce que l'immobilier t'a apporté. Et en tout cas, merci du coup pour ce partage, parce qu'on en sait plus sur toi, on en sait un peu plus sur ton parcours, sur par où tu es passé, ton patrimoine, etc. Donc merci pour ça. On va profiter maintenant, bien évidemment, de ton expertise sur notamment la location courte durée. Et la première question que je voudrais te poser, et je pense que c'est une question que peuvent se poser les gens, c'est est-ce que la location courte durée, c'est fait pour tout le monde? Et surtout, est-ce qu'on peut commencer par la location courte durée pour notre premier bien, quand on investit, selon Alors, toi? que la location courte durée, je vais répondre en deux fois, du coup, comme il y a deux questions. Est-ce que la location courte durée, c'est fait pour tout le monde? Alors, absolument, c'est fait pour tout le monde. Après, il y a différentes façons de l'appréhender. La première, ça va être, on va dire un petit peu comme moi, c'est-à-dire d'une manière très entrepreneuriale et on va du coup s'investir. Alors, quand je dis s'investir, ça va être s'investir de la bonne façon dans sa location courte durée. Donc ça va de pas faire le ménage, de pas faire les check-in, les check-out, les check-in, les check-out. Si jamais il y en a qui savent pas ce que c'est, même si maintenant c'est assez connu, c'est les entrées-sorties. Mais ça va être d'une manière entrepreneuriale, donc ça veut dire de créer tout un système autour de sa location courte durée pour optimiser ses coûts, et ses revenus pour en tirer le maximum de potentiel. Ou alors pour celui par exemple, qui a une activité salariale à côté, parce que souvent, c'est un peu les deux profils qui se confrontent, c'est j'ai du temps, je veux m'investir, ou alors j'ai pas de temps parce que j'ai un salariat ou autre chose, je peux pas m'investir, je peux pas répondre toujours au téléphone ou ces choses-là. Donc là, il y a également des systèmes qui existent, qui sont moins rentables, mais qui sont quand même intéressants, où on va passer là du coup par des sociétés de prestations qu'on appelle aujourd'hui des conciergeries, qui vont nous permettre un petit peu de gérer ça au quotidien. Moi, c'est pas on va dire ma route, c'est pas comme ça que je conçois ma location courte durée, puisque moi je vois vraiment comme une forme entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, en fait, en interne dans mes structures, j'ai tout un système, j'ai mes propres femmes de ménage, j'ai mes équipes techniques, j'ai un local où j'ai des machines à laver pour laver mon linge, j'ai mon stock de consommables. Voilà, j'ai tout un système, j'ai une automatisation. Aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler en location courte durée. Pour dire juste quelques mots là-dessus sur l'automatisation, en fait, c'est tout ce qui est chronophage. En fait, on va venir créer un système qui va nous soulager, nous, en tant que propriétaires de location courte durée, dans notre gestion au quotidien. Et ça va nous permettre de diminuer à peu près 95% de notre charge de travail en location courte durée. Parce que pour vous donner un exemple, aujourd'hui, j'ai une trentaine de biens en location courte durée. Si j'avais pas cette automatisation tout seul, alors je suis quand même aidé par ma femme, on est deux aujourd'hui là-dessus, elle m'a rejoint depuis 2 ans, je serais pas capable de le gérer seul pour 30 biens. Alors qu'avec l'automatisation, je suis tout à fait capable de le faire. Ça me prend entre 20 et 30 minutes, 30 minutes max par jour. Et je pense qu'avec ce modèle, seul, on est capable. Alors, quand je dis seul, c'est seul à la tête, hein, mais bien évidemment, il y a les équipes en dessous. Je pense qu'on est capable de gérer jusqu'à, moi, je pense, une centaine de biens. Ça serait tout à fait possible. Avec les bonnes équipes sur place, bien sûr. Et la deuxième question, c'était, tu vois, j'oublie très très vite. C'était du coup, est-ce que pour un débutant, quelqu'un qui va investir pour la première fois, est-ce que toi, tu penses qu'il peut faire de la LCD? Bah, je pense qu'en fait, j'y ai répondu indirectement
Dans ma question, enfin dans ma réponse, tout à fait, c'est tout à fait abordable à un débutant parce que le débutant qui va vouloir se lancer là-dedans, alors pour moi, faut qu'on soit débutant ou pas, il faut un minimum de formation pour pas faire des erreurs. Parce qu'aujourd'hui, juste pour mettre un petit peu le contexte, aujourd'hui, la location courte durée, c'est une activité qui est en train d'être réglementée quand même. Donc, faut pas faire n'importe quoi, il faut se renseigner. Et c'est pour ça que ce qui me gêne avec le mot débutant, c'est que s'il n'y a pas un minimum de formation, de connaissances là-dessus, il risque de vouloir se lancer dans la location courte durée et finalement de se rendre compte que son bien n'est pas exploitable en location courte durée parce que, par exemple, l'urbanisme de la ville où il achète lui interdit de faire de la location courte durée. Euh, donc déjà, un petit conseil que je peux donner à un débutant, c'est sans forcément partir sur des formations très très chères et qui peuvent être assez longues, c'est voilà, c'est de se renseigner un minimum. Mais c'est tout à fait abordable. Après, soit il passe sur une formation parce qu'il veut gérer lui-même, il veut apprendre à créer tout un système, soit au contraire, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, il ne le souhaite vraiment pas, il veut juste améliorer un petit peu on va dire son loyer mensuel de 10, 20, 30% pour en tirer un peu plus de son bien. Et donc là, il va passer par un système de conciergerie où s'il sélectionne une bonne conciergerie, en fait, pour lui, ce sera quasiment transparent et il n'aura rien à gérer en plus de son côté. Ok, très bien. Bon, bah, merci pour ton retour. Et alors, bon, on le sait, dans l'immobilier, il y a il y a énormément de stratégies pour exploiter ces biens, notamment la location courte durée, mais il y a aussi la location, j'ai envie de dire classique, la location, on va dire longue durée. Est-ce que toi, avec l'expérience que tu as, tu peux nous dire quels sont les avantages de la location courte durée par rapport à une location longue durée? Alors, je vais certainement en oublier. Je vais essayer de te donner ce qui pour moi sont les principales. Déjà, c'est un cash flow et donc des revenus mensuels beaucoup plus importants qu'en location à l'année. Parce qu'en moyenne, alors ça va vraiment dépendre des zones où on investit. Si on investit à la campagne, si on investit en bord de mer ou dans des villes qui sont dynamiques ou pas. Mais en moyenne, moi, sur les biens que je fais en location courte durée, on fait en moyenne entre 2,5 et 3 fois plus de loyer, de revenus locatifs qu'en location à l'année. En contrepartie, pour avoir des chiffres, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plus de charges aussi, mais à la fin, il en reste quand même beaucoup plus. Donc moi, pour moi, c'est ça déjà, c'est la première chose très importante. Moi, ce que j'ai constaté à travers mon parcours aussi, c'est que c'est ce qui m'a permis aussi de développer mon patrimoine. Parce que souvent, on dit que la location courte durée, en fait, ce qu'on va chercher à faire quand on n'a pas forcément 1 million ou 2 millions de côté pour commencer dans l'immobilier, on va forcément aller à la banque pour lever de la dette. Et au début, on dit souvent que, alors c'est vrai que la location courte durée n'est pas toujours bien perçue par les banques pour lever de la dette, mais quand on arrive à avoir des bons conseillers et qu'on sait ce qu'on fait, qu'on montre qu'on est sérieux dans son activité, alors souvent ça prend un peu de temps, ça peut prendre 1, 2, 3 ans, et c'est pour ça que d'ailleurs que des fois les banques demandent plusieurs bilans d'une activité dans n'importe quel domaine. Là, les banques elles vont comprendre un peu plus comprendre de ce que vous faites et elles vont pouvoir un peu plus analyser. Moi, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ma banque, quand je vais présenter un nouveau projet pour faire du meublé de tourisme, de la location courte durée, ça pose plus aucun problème. Et d'ailleurs, ça facilite le financement, tout simplement parce que comme il y a des plus gros revenus que de la location à l'année, ça permet de décrocher des financements plus facilement. Après, il y a d'autres aspects un petit peu plus, alors je dirais pas concrets, mais où il faut être dedans pour s'en rendre compte. C'est que, alors, il y a souvent des effets d'annonce par les médias, mais ça existe, par exemple, les loyers impayés. Ça nous arrive. Moi, j'ai pas que de la location courte durée, j'ai également des biens en location à l'année. Malheureusement, j'ai quelques biens qui sont en procédure avec des locataires qui payent pas régulièrement leur loyer. En location courte durée, si on gère bien son système, ça n'existe pas. Parce que toutes les locations sont payées avant l'arrivée du voyageur. Donc finalement, ça nous apporte une sécurité. Et dans un objectif également on va dire, d'arbitrage, lorsqu'on souhaite arbitrer son patrimoine, la location courte durée, en fait, il faut savoir que sur le marché de l'immobilier, alors sauf des activités un petit peu particulières, mais de manière générale, un bien nu, donc un bien libre de toute occupation, coûte plus cher qu'un bien qui est déjà loué. La location courte durée nous permet du jour au lendemain en fait, de stopper l'activité et de mettre son bien. Alors, quand je dis du jour au lendemain, on va parler 15 jours, 3 semaines, parce que souvent on a des réservations à venir, mais nous permet de récupérer le bien assez rapidement pour le remettre en vente nu
sans locataire et donc potentiellement d'avoir un prix de vente qui est plus élevé que si on avait un locataire déjà en place qu'on ne peut pas mettre dehors facilement parce qu'il est protégé par le bail qu'il a signé par la loi. Donc moi aussi, c'est un point qui était très important, en tout cas dans le choix de ma stratégie. Donc moi, c'est vraiment le contrôle, garder le contrôle sur mon patrimoine et pouvoir développer un patrimoine très rapidement, à condition bien évidemment qu'on ne vienne pas manger personnellement tout son cash flow en restaurant ou ainsi de suite. Après, on est tenté forcément, mais pour moi, voilà, quand on souhaite développer un patrimoine comme ça et même plus, c'est important voilà, de faire attention à ça, de montrer. Finalement, c'est un petit peu le b.a.-ba qu'on t'apprend quand tu veux faire du financement, c'est-à-dire d'avoir des comptes sains. Donc, même quand tu investis en société ou en LMNP ou ainsi de suite, ça va être la même chose, c'est d'avoir des comptes sains au niveau de la gestion de ton bien. Et c'est ce qui permet d'ouvrir les portes aux banques parce que pour moi, dans cette activité, j'essaie toujours de me mettre à la place de mes interlocuteurs et de me dire qu'est-ce qu'ils se pensent de moi, qu'est-ce qu'ils attendent de moi. Et par exemple, quelqu'un qui va au casino, qui fait des restos tous les jours ou ainsi de suite, ça n'envoie pas une bonne image au banquier. Parce que le banquier, lui, ce qu'il veut, en gros, quand il vous prête de l'argent, et c'est pour ça que les banques se surprotègent, ce qu'elles veulent, c'est être sûres d'être remboursées. Si elles sont, entre guillemets, sûres d'être remboursées, après, il n'y a pas de problème. Donc, si on a des comptes qui ne sont pas sains, pas bien gérés, forcément, il y a un doute sur la solvabilité du client. Au contraire, s'il y a quelqu'un qui gère bien ses comptes, alors ça n'enlève pas tous les risques, hein, parce que même moi, je ne suis pas à l'abri qu'un jour, il m'arrive une grosse coquille et que j'ai des problèmes. Mais la banque, elle se dit, voilà, c'est quelqu'un de sérieux, c'est pas quelqu'un, s'il est en difficulté, c'est pas quelqu'un qui ira flamber à côté en plus. C'est quelqu'un qui va essayer de trouver des solutions pour s'en sortir. Donc voilà, j'en ai certainement oublié. Parce que de temps en temps, il m'arrive de faire des présentations sur la location de courte durée où là, je liste un peu plus et je sais que j'en ai oublié quelques-unes. Mais voilà, moi, c'est vraiment les principales, en tout cas, qui m'ont motivé à partir sur cette stratégie de location de courte durée et à la développer. Ok, bon, merci pour ton retour. Et c'est intéressant parce que bon, j'ai déjà interviewé d'autres personnes sur la location de courte durée et je crois que tu es le premier à évoquer le fait que les impayés sont réduits, voire inexistants. Donc c'est intéressant parce qu'il y a souvent cette peur pour la personne qui n'a pas investi, qui veut se lancer dans l'immobilier, qui va se dire ah ouais, mais attends, si mon locataire paye pas. Donc ça peut être un avantage à prendre en compte dans le choix éventuellement de sa stratégie. Et du coup, alors, tu as parlé des avantages. Est-ce que toi, tu vois certains inconvénients à faire de la location courte durée par rapport à la location longue durée ou de manière générale? Alors, moi, souvent, les inconvénients mais c'est un peu ma façon de voir les choses, j'essaie toujours d'y trouver un avantage aux inconvénients. L'inconvénient de la location courte durée, et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, des gens y vont pas, quand on veut. Alors, quand on passe par un système de conciergerie, c'est bien, mais le problème, c'est que ça va venir grappiller un gros morceau de notre cash flow en tant qu'investisseur. Alors attention, j'ai les deux casquettes depuis un an. Moi, je suis avant tout un investisseur, hein, mais j'ai également monté une conciergerie depuis un an. J'ai les deux points de vue, c'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, je trouve qu'une conciergerie, c'est beaucoup trop cher. En moyenne, c'est 20% du chiffre d'affaires. Ça a tendance à monter à 25 et sur certains secteurs, ça peut même monter jusqu'à 30. Mais j'ai également la casquette du gérant de conciergerie où aujourd'hui, je vais vous dire que 20% pour tout le travail qu'il y a à faire et tous les problématiques qu'on peut avoir en location courte durée, c'est pas cher payé. Mais voilà, moi, je reste avant tout un investisseur, donc moi c'est pour ça que j'ai pas opté pour ce système. Donc souvent le problème principal ça va être la gestion au quotidien. On voit ça un petit peu comme une montagne à surmonter parce qu'on a envie d'être quand même, comme on le disait au début de cette vidéo, moi ma volonté c'est d'être libre. C'est pas d'être tous les jours dans mes locations courte durée à faire les entrées, les sorties, à faire les réparations, à répondre à la moindre demande de mes clients. Donc moi, juste pour revenir un petit peu sur mon parcours, en fait, j'ai fait le choix dès le départ d'investir à distance. Donc à l'époque, j'habitais en région parisienne. Je suis allé investir à Marseille. Au début, ce que j'y voyais, alors au tout départ à Marseille, ce que j'allais chercher, c'était de la rentabilité. Et puis par la suite, je me suis rendu compte que la distance, tout le monde y voyait un inconvénient. Moi, j'y voyais vraiment une grosse opportunité parce que ça m'a obligé en fait à mettre des process en place pour pouvoir gérer tout ce qui se passait sur place. Alors que si j'avais investi à côté de chez moi, alors peut-être qu'aujourd'hui je les aurais mis en place,
et j'aurais mis beaucoup plus de temps à les mettre en place parce que je prends toujours l'exemple, par exemple, on est en week-end, on est avec des amis ou de la famille à la maison, on est en repas, on est en train de discuter et bam, là, il y a un appel qui tombe, il y a un chauffe-eau qui a pété. Quand l'appartement en location courte durée, il est à 20 minutes, ben, on se sent obligé de prendre sa voiture et d'y aller. Par contre, quand on est à 700 km, ben, c'est pas possible. Donc, il faut créer le process en fait pour gérer cette situation-là. Donc, aujourd'hui, moi, c'est comme ça que j'ai gardé ma liberté. En fait, finalement, c'est en investissant à distance. Et aujourd'hui, j'habite à Bordeaux, mais la plus grosse partie de mon parc est toujours à Marseille. J'en ai eu également un petit peu en région parisienne. Aujourd'hui, je commence un petit peu à en avoir à Bordeaux. Mais comme le système est déjà créé, je sais que même à Bordeaux, je ne redeviendrai pas indépendant de cette façon de gérer. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, tout à l'heure, j'en parlais de l'automatisation. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va permettre de diminuer cette gestion. Moi, je dis pas 100%. Des fois, on te dit avec l'automatisation, tu as LCD 100% automatisé. Pour moi, c'est juste impossible parce que tu as affaire à des humains derrière. On aura affaire à des machines, je dis pas, ou à des process très, très limités, je dis pas, mais on a affaire à des humains. Il y a des impondérés de temps en temps. Moi, il m'est arrivé, par exemple, pour te l'illustrer, il y a peut-être un peu plus d'un an, il y a eu des travaux publics devant l'un de mes immeubles à Marseille. Ils ont arraché la canalisation d'eau, d'arrivée d'eau de mon immeuble. Voilà, ça fait partie des choses exceptionnelles qu'on ne peut pas automatiser. Mais par contre, tout le reste, on peut l'automatiser. On peut automatiser les entrées, on peut automatiser les sorties, on peut automatiser les informations qui sont envoyées aux voyageurs, on peut automatiser nos synchronisations de calendrier entre différentes plateformes, on peut faire du revenu management automatisé, où en gros, c'est des logiciels qui vont automatiser l'offre et la demande et qui vont adapter le bon prix en fonction de la saison et en fonction des voyageurs qui en passent. Voilà, il y a vraiment une possibilité qui est assez importante sur le côté automatisation. Et c'est pour ça que moi, je dis plutôt on peut automatiser 95%. Et après, voilà, il reste 5%. Les 5%, c'est l'exemple que je viens de te donner. C'est des fois au quotidien. Mais pour moi, quand tu entreprends, voilà, ça fait partie du jeu, quoi. T'as rien sans rien. Tu choisis tes propres chaînes, en fait. Et l'entrepreneuriat, c'est un petit peu ça. On sait très bien que toute forme d'entrepreneuriat, en fait, on a, même moi, quand je suis en vacances, voilà, si je pouvais donner un petit défaut quand même, c'est que je ne peux pas déconnecter à 100% parce qu'il y aura toujours un petit peu de gestion ou un petit peu de pilotage de la stratégie, même quand je suis en vacances. Mais voilà, en contrepartie, là, tu vois, avec ma femme, là, on vient juste de rentrer, ça fait un mois, on a passé plus de 3 semaines à La Réunion. Hier encore, on était à Saint-Sébastien, avant, on était en République tchèque. C'est gérable à distance. Et c'est 20 à 30 minutes. Donc après, moi, je dis souvent aux gens, parce que souvent, quand on parle de gestion, ils vont me dire, ouais, mais j'ai pas le temps, machin et tout. Je leur dis, est-ce que aujourd'hui, tu échanges, entre guillemets, entre 35 et 40 heures par semaine pour un revenu et pour 5 semaines de vacances? Alors moi, je te dirais aujourd'hui, j'échange entre 20 et 30 minutes par jour pour ma liberté toute l'année. Voilà. Après, tu fais ton choix. À savoir qu'il y a possibilité d'aller encore plus loin. Bon, après, c'est un choix personnel. Je vais y arriver dans pas longtemps. Mais ça va être, pour me libérer aussi de tout ça, ça va être de prendre un petit peu comme un manager, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui manage mes équipes sur place et qui va faire le tampon entre moi et mes équipes. Donc, il y a possibilité d'aller encore plus loin que ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, c'est souvent là où est-ce qu'on veut se mettre en termes de curseur. Mais voilà, il faut toujours rester aux manettes parce que pour moi, un entrepreneur qui veut tout déléguer, qui veut rien faire, il va droit dans le mur. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, je sais pas, les gérants et les patrons de société, ils servent tous à rien et il faut rester un minimum aux manettes et contrôler son truc. Voilà. Bon, je pense que j'ai un peu dérivé là, mais j'ai essayé de faire une réponse un peu globale. Non, mais en tout cas, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Tu vois, encore une fois, tu es une des premières personnes qui dit investir à distance, c'est un avantage. Enfin, en tout cas, tu l'as transformé en avantage. Et ça, c'est des choses enfin, moi, que j'ai jamais entendues, en tout cas, moi qui m'y connais un peu. Et tu vois, c'est hyper intéressant. Donc pour les personnes qui écoutent, hein, je vous invite vraiment, on est au milieu de la vidéo, je vous invite vraiment à mettre un like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne de LeapFine et aussi abonnez-vous donc au réseau de Florent. Donc, vous avez Instagram et YouTube. Vous tapez Florent Richard sur Instagram et sur YouTube pareil. Et voilà, vous aurez plein de contenu sur l'automatisation, sur la LCD, sur plein de choses. Donc, je vous invite vraiment à aller checker ces réseaux.
J'ai aussi une question à vous poser pour les personnes qui regardent ou qui écoutent. Est-ce que vous avez déjà investi dans l'immobilier? Est-ce que vous êtes déjà investisseur? Si oui, bah, dites-moi en commentaire dans quoi vous avez investi, comment ça se passe. Est-ce que vous avez automatisé aussi votre LCD si vous faites de la LCD? Et pour les gens qui n'auraient pas encore investi, bah, pourquoi vous n'avez pas investi? Qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui? Et bah, justement, comment on pourrait vous aider? Et c'est justement le thème de la prochaine question, puisque Florent, je sais que tu fais du coaching en one-to-one, tu accompagnes des personnes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces coachings, comment ça marche, voilà, comment ça se passe? Oui, alors les coachings en one-to-one, pour le moment, parce que c'est une activité qui est en développement, en fait, pour le moment, je les réserve plutôt à des personnes qui sont déjà un petit peu lancées dans l'immobilier ou dans la location courte durée et qui cherchent un petit peu comme moi à développer soit leur patrimoine ou à automatiser et à passer un step sur leur location courte durée. Euh, alors pourquoi est-ce que pour l'instant je les réserve à ce type de personnes? Parce que pour moi, ça semble, on va dire, à un débutant. Alors attention, j'adore partager là-dessus et partager mon expérience, et même quand je peux avoir des expériences d'autres personnes, je pense que c'est pas adapté, par exemple, à quelqu'un qui veut se lancer dans l'immédiat. Il vaut mieux partir sur une formation un petit peu plus facile, comme on peut trouver sur Internet, et ensuite se diriger vers, une fois qu'on est un petit peu lancé, qu'on a les connaissances, se diriger vers un coaching one-to-one pour approfondir, parce que c'est des coachings qui sont relativement plus chers que, on va dire, des formations classiques. Et donc là, je vais vraiment accompagner ces personnes, du coup, par exemple, sur une étude de marché jusqu'à la mise en location et à la gestion de leurs biens, avec la fameuse automatisation que, que je parlais tout à l'heure, en leur mettant tout en place. Souvent, je leur tourne également des vidéos en off que je leur communique, qu'ils peuvent réutiliser pour qu'ils comprennent aussi comment le reproduire eux-mêmes. Et je leur mets à disposition. Voilà. Après, c'est un petit peu à la carte aussi, c'est que des fois, il y a des points où les gens vont vouloir un petit peu plus insister que d'autres, parce qu'ils veulent aller plus loin sur ce domaine-là. Donc, des fois, je me fais un plaisir de les accompagner dessus. Même des fois sur des choses que même moi, je ne mets pas en place encore aujourd'hui. Ça m'est déjà arrivé. Mais voilà, je travaille avec eux, on leur met leurs solutions en place, et après, go, c'est parti. Et en général, ça tourne super bien. Bon, bah, c'est top en tout cas d'avoir effectivement du coaching parce qu'on sait que c'est important aussi d'être accompagné sur des thématiques précises et tu l'as dit, tu fais du sur-mesure donc c'est intéressant. Et tout à l'heure, tu disais effectivement pour une personne qui vraiment débute, tu conseillerais plus une formation et je sais que tu prépares une formation. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette formation? Voilà, qu'est-ce qu'on va y trouver? Quand est-ce que ça va sortir? Voilà, dis-nous-en un peu plus. Voilà, mais c'est également, voilà, c'est en cours, hein, donc du coup, ce serait la partie, comme tu le disais, alors ça concernera tout le monde parce que ça dépend vraiment des profils. Il y en a qui se sentent le besoin d'avoir un coaching one-to-one et d'autres qui sont un peu plus autodidactes et on va dire où une formation vidéo leur conviendrait plus. Moi, je suis vraiment de ce parti-là parce que, alors, j'aime bien les deux, hein. Même moi, au quotidien, sur d'autres thématiques, je me forme toujours des coachings one-to-one ou des formations vidéo. Souvent, les deux sont complémentaires. Mais des fois, pour tout ce qui est, en fait, où on n'apprend rien, par exemple, quand on apprend rien. C'est pas le bon mot que j'ai utilisé, mais on va dire que quand c'est du tutoriel, en fait. Par exemple, pour l'automatisation, j'utilise un certain nombre de solutions de logiciels où ça me paraît aberrant de faire du one-to-one parce que je peux l'expliquer une fois, mais si la personne elle prend pas un max de notes, si elle fait pas bien attention, machin et tout, elle risque d'oublier la moitié des informations que je vais lui donner. Alors que s'il y a un support vidéo, là, ce sera plus simple pour elle parce qu'elle pourra avoir de l'étape 1 à X ou Z la mise en place et elle pourra revenir dessus. Donc c'est pour ça qu'en fait cette formation va venir voir le jour et bien évidemment il y aura la possibilité de faire après soit du coaching de groupe ou du coaching individuel pour approfondir certaines thématiques. Donc tu auras bien évidemment souvent ce qui va bloquer les gens au début, ça va être tout simplement la recherche du bien. Donc sélectionner le bon bien, faire attention à la réglementation. Il y aura également un gros aspect sur la valorisation du bien parce que c'est quelque chose qui est très important et qui est souvent sous-estimé par les investisseurs débutants.
parce que des fois, ils vont acheter un meuble et dire « Ah, c'est bon, un petit coup de peinture, hop, 2-3 meubles de la grand-mère ou la vaisselle de la grand-mère et ça suffit ». Alors que oui, ça fonctionne, mais si tu veux vraiment optimiser, en tirer le maximum, il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Et je te dirais même que dans la gestion au quotidien, de repartir sur un bien qui est vraiment rénové complètement, bah, tu auras beaucoup moins de gestion que par exemple si tu as gardé un chauffe-eau qui a 15 ou 20 ans, qui a deux doigts de claquer, mais tu le gardes parce qu'il fonctionne encore, bah, tu vas lancer ta LCD, bam, 3 mois après, ça va claquer, ça va te coûter les yeux de la tête parce qu'il faut que tu le répares tout de suite. Donc voilà, cet aspect-là est très important et aussi sur la mise en valorisation. Donc ça c'est plus au domaine de ma femme. Moi, je suis plus, tu vois, sur l'optimisation des espaces. Et ma femme va être plus sur la partie décoration. Donc, ça va être sur choix des couleurs, choix du mobilier, choix de la déco. Souvent, on pense que ça coûte très très cher, mais on peut faire du joli pour, alors, je dirais pas très cher, mais pour pas cher. Enfin, pour des montants qui sont raisonnables. Et après, bah, il y aura la deuxième partie qui sera, bah, comme je viens de te le dire, qui sera une grosse partie, qui sera beaucoup plus technique sur la partie automatisation, surtout qu'aujourd'hui, on commence à avoir accès à des outils. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler, même toi, de ChatGPT, par exemple, où aujourd'hui, ça commence à s'intégrer dans des solutions pour répondre à la clientèle. Alors, c'est pas parfait encore aujourd'hui parce que des fois, il répond à 1000%, enfin, vraiment dans le 1000. Et des fois, il répond un petit peu à côté. Il est un peu trop gentil, on va dire, pour la Ouais. location courte durée. Mais voilà, c'est des outils qui sont en train de sortir, ça, qui sont juste exceptionnels et je pense avec lesquels on va travailler au quotidien. Donc même ça, c'est des choses qu'on intégrera dans la formation en expliquant comment les utiliser simplement. Et voilà. Et tout ce qui pourra être utile, en tout cas nous, ce qu'on juge utile au quotidien, parce que ça ne s'arrête pas non plus à la location courte durée, parce qu'il y a d'autres aspects, notamment par exemple administratifs, au niveau de la comptabilité d'une entreprise, même si c'est une petite LMNP, faire de la location courte durée, ça génère quand même de la paperasse. Donc nous, on a quand même des systèmes qui nous permettent d'automatiser un petit peu ça, ne serait-ce que par exemple l'envoi automatique du chiffre d'affaires, des commissions et tout ça à nos comptables. Donc ça aujourd'hui c'est ce qu'on fait au quotidien et voilà c'est vraiment proposer une solution complète de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qu'on a testé, de ce qu'on a éprouvé et ce qui est facilement duplicable pour on va dire pour monsieur et madame tout le monde. Voilà. C'est vraiment Ok. pour démystifier un petit peu toutes les peurs que peuvent avoir les gens sur la location courte durée et proposer un système clair. Parfait. Bon, bah, en tout cas, on a hâte que ça sorte. Du coup, j'espère que tu nous tiendras au courant et pour les personnes qui écoutent, bien sûr qu'on vous tiendra au courant. Une petite dernière question comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets en ce moment? Est-ce que, bon, je sais que tu reviens de vacances, mais est-ce que voilà, tu as des projets au-delà de la formation? Est-ce que tu as des projets en cours? Voilà, parle-nous un peu de ton actualité. Alors, j'ai des projets en cours. Alors, j'ai un projet pour ceux qui me suivent déjà sur les réseaux qui dure maintenant depuis beaucoup trop longtemps. Je suis sur la rénovation. Alors, il faut savoir que en tant qu'investisseur, ne faites surtout pas ce que j'ai fait. Euh, c'est la première fois que je le fais, je ne l'ai jamais fait. C'était plus pour le challenge et l'expérience. Je me suis lancé sur la rénovation seule. Alors, quand je dis seul, voilà, des fois il y a de la famille, des fois j'ai même fait venir un petit peu des gens, des professionnels, parce qu'à un moment ça durait trop longtemps. Mais je me suis lancé à la base sur la rénovation seule d'une maison qui fait à peu près 200 mètres carrés dans Bordeaux, avec des très très gros travaux de surélévation, de rénovation totale avec des planchers béton, un toit terrasse, enfin voilà, beaucoup de choses. On est reparti, on a gardé les 4 murs mitoyens parce que c'est une maison mitoyenne, on est reparti du sol et on a rebâti comme ça. Bien évidemment, alors c'est un projet de résidence principale. Moi, mon côté investisseur m'oblige à toujours essayer de voir un côté rentable dans l'opération et pas que coup de cœur. Donc en fait, ce qu'on est venu faire, on a divisé la maison en deux. On fait un local commercial au rez-de-chaussée pour l'exploitant en location courte durée. Voilà, ça c'est les choses où on a du mal à me faire partir sur autre chose. Et le dessus, bah, on fait notre résidence principale sur 2 niveaux plus le toit terrasse. Et l'objectif, encore une fois, on en revient au début de la vidéo à la liberté, c'est que en fait, alors déjà, ce soit un projet qui s'autofinance. Donc que le rez-de-chaussée qui serait exploitant en location courte durée paye la totalité de la maison. Et on a aussi pensé notre partie de chez nous de telle façon qu'on puisse la louer facilement en location courte durée. Donc, ça va être par exemple d'avoir une pièce dédiée. On va pouvoir stocker facilement tous nos effets personnels
pour quand on part en voyage, pouvoir louer cette maison. Donc finalement, on aura le rez-de-chaussée qui paiera déjà toute la maison. Et en plus, on va dire, on aura notre résidence principale au-dessus qui nous paiera finalement nos vacances, quoi. Donc finalement, limite, quand on sera en vacances, ça nous coûtera moins cher que quand on sera sur place. Voilà. Ça, c'est un gros projet qui est en route depuis bientôt 3 ans. Là, on est sur le point de le terminer. Là, en ce moment où on fait la vidéo, je suis au rez-de-chaussée de ma location courte durée. Ok. Et voilà, on devrait aménager d'ici 2 ou 3 mois sur le dessus et pouvoir mettre ça en place. Et après, alors ça, c'est encore en réflexion, mais j'ai un autre gros projet qui pourrait peut-être intéresser beaucoup de monde. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour l'instant parce que c'est encore sur le papier, mais qui pourrait intéresser beaucoup de monde qui souhaite investir notamment en location courte durée, mais qui aurait peut-être encore des appréhensions, que ce soit notamment en termes de recherche de financement ou en termes d'accompagnement, où là, ce serait ouvert à beaucoup de gens et qui permettrait finalement avec moi d'investir dans des projets plus importants que même que ce que je fais aujourd'hui en location courte durée sur du meublé de tourisme ou même de l'hôtellerie. Et ça, je pense que ça verra le jour en 2024. Ok, très bien. Bon, bah, en tout cas, bon courage pour tes projets, hein, pour ta rénovation. On te souhaite que ça se finisse. Et puis, pour ton projet dont tu viens de parler, que ça voit le jour. Pour les personnes qui écoutent, bah, si vous voulez suivre l'avancée de ces projets et tous les autres conseils de Florent, je vous invite à le rejoindre sur ses réseaux, donc Insta et YouTube. Est-ce que, Florent, tu as un mot pour conclure cette vidéo, un mot de la fin, un message à faire passer aux personnes qui écoutent ou regardent? Un message à faire passer, moi, c'est si vous avez envie, si vous avez une envie de liberté, une envie d'investir dans l'immobilier, c'est tout simplement formez-vous un minimum avant, mais allez-y. Allez-y parce que il y a de très belles choses à faire, ça apporte des belles possibilités. Il faut pas se mettre voilà, c'est normal d'avoir peur. Même moi, j'ai eu peur. S'il faut pour se rassurer au début, on commence par des petits projets, puis on grossit après. Et si c'est vraiment une volonté, voilà, il faut y aller. Entourez-vous des bonnes personnes, faites du réseautage, échangez sur ce que vous voulez faire et franchement, allez-y. Voilà. C'est peut-être la chose la plus. Pour moi, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va faire les choses et qui les fait pas. C'est bête à dire. Souvent, on parle de mindset, de choses comme ça, mais ce qui fait la diff à la fin, c'est celui qui fait les choses et celui qui les fait pas. Donc, faites les choses, allez-y. Ça marche. Bah écoute, merci pour ton temps déjà, d'avoir consacré du temps. Merci pour tous tes conseils que tu as délivrés tout au long de cette vidéo. Pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne et aussi à aller voir les réseaux de Florent. Et bah, Florent, je te dis à plus tard et pour les autres, à une prochaine aussi. Ciao, ciao. Je vous dis à bientôt. Ciao.